J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Bienvenue pour la deuxième partie de l'émission sur l'actu crypto en général. Le programme du jour, je vais aborder un petit peu le mindset, l'état d'esprit, la psychologie qu'il faut avoir sur le thème investisseur versus supporter de club de foot. Il y aura des choses à dire. J'aborderai aussi rapidement le point du halving et son impact sur le prix du BTC. On va en discuter puisque ça approche, c'est dans les prochaines semaines. Forcément, ça va devenir un sujet. Et puis de l'actu crypto en général. Pas des choses forcément précises cette semaine, mais des petites news qui peuvent avoir leur importance. On va donc partir. Je vais démarrer avec ce tweet. Vous savez, j'ai un peu des fois l'habitude de faire des phrases un peu provocantes, des tweets comme ça qui, au premier abord, des fois même peuvent sembler un peu cons ou provoquants, voilà. Mais c'est avec une réflexion et bien souvent, c'est des choses que je détaille plus en vidéo comme je vais le faire maintenant. Mon tweet en question. Un des problèmes de l'écosystème crypto, c'est qu'il y a trop de gens qui se prennent pour des investisseurs alors qu'en vrai, c'est juste des supporters de clubs de football. Si je devrais encore plus provoquer, c'est des joueurs de l'auto-foot. Je dis ça, il y a certaines personnes qui peuvent me dire « Oui, toi, t'es un maxi GLD, etc., etc. » Mais justement, en venant me dire ça, vous agissez comme des supporters de clubs de foot, mais contre le club adverse. Voilà, vous me voyez comme un club adverse et « Ouais, enculé, machin, etc. » Voilà, vous comprenez le topo, quoi. Un peu comme des beaufs, on va dire. Faut pas... on a le droit de supporter un club de foot, on a même le droit d'être beauf, mais quand on est investisseur, faut pas se comporter comme ça. On rentre dans le mindset. En fait, je pense qu'il y a des gens qui se comportent en supporters de clubs de foot parce que il y a beaucoup de retail, c'est-à-dire les petits investisseurs qui sont sur le CTFR, donc sur X maintenant, l'écosystème crypto sur X, sur les réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup parmi ces gens-là, c'est des investisseurs du dimanche. Ils ont quelques centaines ou quelques milliers d'euros investis, ils vivent ça comme un hobby, un peu comme une passion, sans forcément avoir des connaissances approfondies du sujet, de l'investissement ou du milieu crypto. C'est pas mal en soi, on a le droit d'être en mode supporter de foot, etc. Mais par contre, ça amène beaucoup de gens à se comporter comme des beaufs, à insulter les autres, ou alors à faire des choses qui sont pas bonnes pour soi-même en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que le supporter de foot, il est irrationnel, voire même, c'est des choses qui peuvent se transmettre, par exemple de père en fils. Vous êtes supporter d'un club, vous avez envie de transmettre ça à votre gamin, et puis voilà, c'est plus le cœur qui parle, mais pas la raison. C'est pas des convictions profondes basées sur une réflexion et sur des choses tangibles, mais c'est sur du sentimental, parce que c'est votre ville de naissance, votre région, etc. Et que votre club perde ou gagne, vous allez continuer de le supporter. Mais avec les cryptos, faut surtout pas faire ça. Si vous êtes investisseur, vous ne devez pas vous permettre de perdre. Vous ne devez pas avoir la mentalité du supporter de club de foot. Et moi, personnellement, même si certains peuvent me voir comme un maximaliste supporter de club multiversix, même si certains peuvent se dire ça, moi je sais que de mon côté, je me suis fait ma thèse d'investissement, je me suis basé sur des faits, sur une analyse qui me font penser qu'il y a un potentiel de gain, parce que je pense comme un investisseur. Et là, c'est un autre tweet, un petit peu un autre sujet, mais finalement c'est complémentaire, je pense. Encore une fois, ça peut être un peu provocateur, carrément même un petit peu vulgaire, vous allez voir. Mais bon, ça fait partie du style, je pense maintenant que vous avez un peu compris. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes vraiment dans la crypto? Dans la crypto, il y a des scams, il y a des hacks, il y a des siphonnages de wallets, il y a des rug pulls, il y a de l'impermanent loss, puis évidemment, il y a le bear market qui fait très mal. Et je crois que si vous vous êtes jamais fait baiser dans la crypto, finalement, c'est que vous n'êtes pas vraiment dans la crypto. Alors, je vais un peu expliquer ça. Effectivement, si vous n'êtes pas passé au moins par un de ces trucs-là, si vous n'avez pas eu mal à un moment, si vous n'êtes pas fait baiser, si vous avez pas pris un choc, c'est que vous n'êtes pas vraiment dans la crypto. Et on en revient peut-être un peu aussi aux supporters de foot, le mec qui est pas forcément très investi, qui a mis un petit billet là-dedans, et puis qui vit ça un peu comme un hobby. Il a 100 balles de bitcoin ou d'autres choses sur Binance, mais il est pas vraiment dans la crypto. En fait, plus on explore le milieu de la crypto, plus on a des chances de se faire baiser. Plus on aura des chances de se faire scam, de se faire hack, de se faire siphonner son wallet, etc. Parce que vous allez aller sur des projets avec des plus petits market cap, donc plus de risques, plus de chances de perdre et de perdre lourdement. Vous allez sortir des exchanges, vous allez approfondir votre connaissance, vous allez explorer. Mais du coup, vous allez vous aventurer, au début sans connaître. Et donc, il y a des risques de prix, il y a des erreurs qui seront commises, obligatoirement. Donc ça va faire mal. Vous allez vous faire baiser. Vous allez peut-être même vous faire hack. Voilà, il va se passer plein de choses. Mais c'est aussi comme ça que vous allez apprendre. Se faire baiser dans la crypto, finalement, c'est pas très grave. Ça fait partie du parcours. En fait, c'est normal. Sachez que si vous avez mal, si vous avez pris cher, si vous êtes fait baiser, dans un sens, c'est une bonne chose. Et tous les autres, les petits copains qui sont là,
ça leur est arrivé aussi. L'essentiel, c'est de tirer une leçon à chaque fois que vous vous êtes fait baiser, comprendre ce qui a merdé, et ne pas reproduire l'erreur. En fait, accumuler de l'expérience au fur et à mesure, et ça va guider vos futures décisions. Vous allez vous améliorer, et c'est comme ça que vous êtes vraiment un investisseur finalement, avec votre connaissance, avec votre expérience, qui sera approfondie, et plus de connaissances, et donc de meilleures décisions. Voilà pour ce côté mindset, le supporter de foot, versus l'investisseur. J'espère que ça vous aide aussi, et ça vous permet de réfléchir. Je vais vous donner quelques chiffres qui nous concernent nous, en particulier les Français, avec une étude qui a été réalisée sur le secteur des crypto-actifs. Déjà, il y a 110 entreprises qui sont enregistrées PSAN au 31 décembre 2023. Donc c'est bien, il y a des entreprises françaises qui peuvent opérer légalement. Peut-être ce serait mieux qu'il y en ait plus, hein, mais c'est déjà ça. Il y a 12% des Français, soit 6,5 millions de personnes, qui détiendraient des crypto-actifs en 2024. On voit ça aussi sur ce graphique. Là, la couleur un peu rose, orange, je sais pas trop, je suis pas fort en couleur. Ça concerne les gens qui ont déjà eu des cryptos, mais qui n'en ont peut-être plus aujourd'hui. Donc 15% des Français ont déjà eu des cryptos. Aujourd'hui, ils sont 12%. Et là, vous voyez les autres chiffres. Globalement, on est à un peu plus de 10%. 10, 15%, avec en tête les Pays-Bas, 17%. On va dire une moyenne à 12, 13%. Et ça évolue un peu par rapport aux années précédentes, on va dire, où c'était plus du 8-10%. Mais bon, après, les chiffres, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Également, les plateformes les plus utilisées par les Français, en premier lieu, c'est Binance, ensuite Crypto.com, puis Coinbase, et ensuite, un peu plus surprenant, Lydia et Revolut, qui de base sont pas des applications crypto, mais qui ont construit des ponts vers la crypto, parce que c'est quand même des applications de finance. Et c'est pas une mauvaise chose, puisque ça peut du coup amener des gens, et du coup beaucoup de monde, hein, puisque ça fait quand même partie du top 5 des Français, ça peut amener des gens, des débutants sur les cryptos. Autre point, 69% des entreprises dans le Web3 sont des toutes petites entreprises, qui ont entre 1 et 19 salariés. Ça c'est bon hein, pour savoir un petit peu où vous faire un état des lieux du marché. Hein. C'est de l'information qui n'est pas forcément essentielle pour vos investissements, mais c'est bien de le savoir si vous vous intéressez au secteur. Parmi ces entreprises, et donc même les toutes petites entreprises, il y a la moitié, 45%, qui proposent leurs services à l'international. Donc ça peut être aussi bon hein, pour l'économie française. Le nombre d'employés dans le Web3 a diminué de 11% en 2023 par rapport à 2022. Alors ça, c'est plutôt logique, c'est l'effet du bear market, il a fallu licencier. Mais, signe positif, 86% des entreprises prévoient un redémarrage des embauches en 2024. Bah ça, c'est un effet du bull run qui a démarré bien fortement là, au moins depuis le début de l'année, voire la fin de l'année 2023. Je vais vous faire un peu le tour de plein de petites actus, mais pas de sujets globaux là pour le reste de la vidéo. D'abord Coinbase, pour eux, la SEC ne devrait pas refuser l'ETF Ethereum Spot. Je sais pas sur quoi ils se basent, hein, mais pour eux, ça va être validé. Il y a aussi Larry Fink, le boss de BlackRock, qui va dans ce sens. Ils disent qu'ils vont essayer de quand même lancer l'ETF, même si la SEC désigne l'Ethereum comme security. On pensait que ce serait un frein, on pensait que ça ferait que non, bah, si c'est classé en security, c'est mort pour valider un ETF. Bah Larry Fink, il pense que non, il pense que ça devrait pas gêner pour une validation, il est pas inquiet. Je sais pas ce qui lui permet d'être confiant comme ça, je sais pas non plus pour Coinbase. Eux ont l'air confiants, alors que si vous vous souvenez, la semaine dernière, d'après des experts des ETF, eux étaient plutôt pessimistes pour une validation des ETF au mois de mai. On verra, de toute façon, ça va vite venir tout ça. Hein. Là, je vous signale quelque chose, c'est une petite news en soi qui n'est pas forcément énorme, mais ça peut avoir son importance. Il y a un groupe de travail qui est soutenu par le gouvernement britannique qui recommande aux entreprises de mener des projets de tokenisation. Ce groupe de travail affirme aussi que les fonds devraient pouvoir détenir des actifs tokenisés et opérer des transferts on-chain. Alors là, c'est pas directement le gouvernement britannique, c'est un groupe de travail soutenu par le gouvernement britannique. Donc ça veut pas dire qu'il y a une validation du gouvernement britannique, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de bon. Voilà, je vais pas m'étendre dessus, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est bien, au moins en tout cas au niveau de l'état d'esprit d'acteurs qui sont proches du gouvernement britannique. Je vous dis ça parce qu'il y a encore quelques années, mais même peut-être quelques mois, c'était pas envisageable ce genre de choses en fait. Mais depuis qu'il y a BlackRock qui est dans la course, depuis qu'il y a l'ETF Bitcoin Spot, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc c'est pour ça que c'est pertinent. Et toujours au sujet de ces ETF et de Bitcoin notamment, eh bien à Hong Kong, il y a une demande d'ETF
ETF Bitcoin Spot qui a été déposé auprès de l'équivalent de la SEC de Hong Kong. Donc là, bon, a priori, ça va être validé aussi tout ça, et ça va être d'autant plus un vecteur d'entrée de liquidité sur le marché crypto. Et ça devrait arriver prochainement, c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est pas une info que je vais commenter des heures, mais c'est quand même une info pertinente. Un autre truc sur lequel je vais pas m'étendre, mais mis bout à bout, tous ces trucs-là, ça a de la valeur, je pense, c'est pour ça que je vous en parle. C'est le journal du coin aussi qui nous dit ça. La valeur en dollars des transferts moyens sur la blockchain Bitcoin reste bien en dessous du sommet de 2021 selon Glassnode. Glassnode qui fait de l'analyse on-chain et qui en retire des graphiques pour comprendre la data. Ça pourrait signifier que les acteurs du marché conservent leur BTC en prévision de prix plus élevés. On voit ça sur les graphiques là en jaune. Effectivement, par rapport à 2021, par rapport à cette période où du coup il y avait beaucoup de volume, beaucoup de transactions, parce que aussi il y avait beaucoup de gens qui vendaient et puis d'autres qui essayaient d'acheter le dip, buy the dip, alors qu'en fait c'était un bear market, fallait pas buy the dip ici, mais du coup il y avait beaucoup de transactions. Là on est loin de cette période de transactions où ceux qui veulent vendre à un prix élevé vont refourguer à ceux qui viennent buy the dip. Là on en est là, donc on en est encore sur le début de ce volume de transactions. Ça ce serait un indicateur qui nous dirait qu'on est encore assez loin d'une fin de cycle, d'une fin de bull run. Donc c'est pour ça que cette info elle est quand même pertinente. Et on en vient au halving. Je vous ai posé la question cette fois-ci, parce qu'on se pose la question à chaque fois, est-ce que cette fois-ci le halving aura un impact sur le prix du BTC? Oui ou non? Alors il y a eu différents avis, Il y a des gens qui pensent que oui, il y a des gens qui pensent que non. J'ai fait un sondage pour essayer de mesurer. Avec un sondage c'est mieux parce qu'il y a plus de gens qui répondent qu'à un commentaire, donc ça nous donne plus d'infos et puis on peut se le représenter. Donc c'est la même question, est-ce que le halving aura un impact oui ou non sur le BTC? 64%, presque 2 personnes sur 3, vous pensez que oui, et le reste, évidemment, vous pensez que non. Alors, première chose à vous faire remarquer, dans les commentaires, tout ça, il y a personne qui a remarqué quelque chose. Quand je vous pose cette question de l'impact sur le prix du BTC, je vous dis pas que le prix va augmenter, je vous parle de l'impact. En fait, l'impact, ça peut être une baisse de prix aussi, et ça, c'est marrant, ça n'a pas été envisagé par les gens. En tout cas, personne ne me l'a dit. Ça pourrait être une baisse de prix. Peut-être que ça pourrait agir, le halving, un petit peu comme un buy the rumor, sell the news. Ou alors non. Ou alors ça peut être un déclencheur d'un mouvement haussier, parce que on sait très bien, la difficulté de minage va être augmentée par 2, donc ça pourrait être une pression, il y aura de moins de BTC qui seront produits, il y aura toujours autant de demandes, voire plus, le choc de l'offre et de la demande, est-ce que ça pourrait faire augmenter le prix? Donc vous voyez, ça peut aller d'un côté ou dans un autre, l'impact finalement. Et en plus de ça, ce qui fait que c'est compliqué, c'est qu'il y a ces ETF Bitcoin Spot, peut-être que ça change la donne, mais en plus, il pourrait y avoir en mai une validation ou non d'un ETF Ethereum Spot, donc tout ça rend très compliqué le fait d'avoir un avis, en tout cas pour moi, et je vous avoue, je ne sais pas. Il y a trop d'éléments, il y a trop de facteurs, et j'arrive pas à voir où on va en fait. Il faut essayer, dans ce cas de figure, d'éliminer le bruit et repérer les signaux. Est-ce que le fait que Coinbase soit optimiste, est-ce que le fait que Coinbase pense que la SEC ne devrait pas refuser l'ETF Ethereum Spot, est-ce que ça c'est un signal? Est-ce que quand Larry Fink, il se dit pas inquiet, et il pense que ça sera validé quoi qu'il arrive, est-ce que ça c'est un signal? Est-ce que eux ils sont bien informés et s'ils savent plus de choses que nous? Ça pourrait être un signal, mais je vous avoue, j'ai vraiment du mal à savoir et à trancher moi personnellement. Donc voilà, je vous fais part en tout cas de toutes mes réflexions dessus. Bah maintenant à vous de vous faire votre avis, mais c'est quand même assez compliqué là. Un truc que je vous ai déjà dit de toute façon, c'est que le marché essaiera toujours de nous baiser, et c'est toujours dur de lire le marché. Donc voilà, comme je vous ai dit aussi plus tôt, si vous êtes vraiment dans la crypto, vous êtes fait baiser à un moment. C'est parce que c'est dur, c'est compliqué. Faut bien le dire, c'est compliqué les cryptos. C'est pas accessible à tous. Ou en fait si, mais faut bosser, faut faire des efforts, et même comme ça reste très compliqué je trouve. J'aborde un autre point qui est très important pour l'avenir des cryptos, mais notre avenir tout court. Il y a le réseau Swift qui va tenter de créer une solution pour permettre aux institutions financières d'intégrer facilement les CBDC, les crypto-monnaies de banque centrale, et aussi d'autres actifs numériques. Donc ça, ce sera pour les banques, les institutions financières. 38 institutions mondiales ont participé à des expériences qui ont montré que la solution Swift pouvait simplifier et accélérer les flux commerciaux et libérer de la croissance des marchés de titres tokenisés. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ils sont aperçus qu'ils pouvaient gagner de l'oseille en utilisant la blockchain, qu'il y avait des avantages, moins de coûts, plus de rapidité, ça fonctionne bien ce truc, eh bien on va tokeniser. C'est pour ça que Larry Fink, il veut tokeniser, c'est pour ça qu'il va sur le Bitcoin. C'est aussi pour ça qu'il y a des groupes de travail soutenus par le gouvernement qui recommandent aux entreprises d'aller vers la tokenisation. C'est parce qu'il y a des avantages, il y a des gains à faire, il y a du profit. Et donc ça, les acteurs l'ont bien compris, les acteurs institutionnels, les acteurs traditionnels de la finance. C'est pour ça qu'ils vont intégrer, entre autres,
contre les CBDC, et donc ils vont faire leurs expériences. Le but, c'est d'implémenter ça, lancer leur plateforme dans les 12 à 24 prochains mois. Et ça signifie aussi que le monde de demain, il sera bien crypto. Vous pouvez le dire autour de vous, hein, à tous les gens qui se sont moqués de vous, ouais, avec ta crypto, etc., ta monnaie virtuelle qui sert à rien, tu perds juste de l'argent, etc. Vous pouvez le dire autour de vous, hein. La crypto, ça va percer, tout le monde va en avoir. Ça va faire partie de nos usages dans le monde de demain. Mais en même temps qu'il y a le Bitcoin et les cryptos, en général, qui progressent, qui gagnent du terrain, il y a aussi les CBDC. Et ça fera partie, très vraisemblablement, de ce monde de demain. Donc cryptographique, oui, mais il y aura différents types de crypto. Alors je pense, hein, je présume, si vous êtes ici, vous préférez sûrement Bitcoin au CBDC. Hein. Si c'est le cas, mettez un like sur YouTube à cette vidéo. J'espère qu'il y aura beaucoup de likes quand même. Sinon, une nouvelle, on sait pas grand chose dessus, mais il y a Tether qui annonce une expansion stratégique de son orientation vers l'intelligence artificielle. J'ai trouvé ça très surprenant. Tether Data prévoit d'être le pionnier du développement de modèles d'IA multimodaux à source ouverte, donc open source, afin d'établir de nouvelles normes industrielles et de stimuler l'innovation et l'accessibilité de la technologie de l'IA. On sait très pompeux comme phrase. Hein. Tout ça pour dire qu'ils vont sur le secteur de l'IA, comme les OpenAI, etc., etc. Tether se diversifie, déjà qu'il s'était mis sur le minage, en plus d'émettre un stablecoin. On verra ce que ça va donner, mais je trouve ça surprenant. C'est pour ça que je vous en parle. Sinon, il y a KuCoin qui est inquiété par la SEC pour blanchiment d'argent, financement de terrorisme, etc. Ça a fait pas mal du coup de remous. On sait pas trop ce qui en est, hein. Le vrai du faux ou en partie vrai, on sait pas trop. En tout cas, forcément ça a fait peur à certains et par précaution, beaucoup de gens ont retiré leur fonds de la plateforme et c'était pas forcément possible. Il pouvait y avoir des blocages, donc ça peut inquiéter. Alors pour se réconcilier avec ses utilisateurs et pour les rassurer et pour présenter ses excuses, KuCoin promet un airdrop de 10 millions de dollars. On connaît pas encore les détails qui devraient être partagés là ces prochains jours, samedi en principe. Donc si vous êtes sur YouTube, c'était hier, il devrait y avoir un airdrop pour les utilisateurs de KuCoin. Je sais pas, peut-être qu'il faudra avoir fait quelques trades, etc. Je sais pas trop. Hein. Mais vraisemblablement quelque chose dans cet ordre d'idée-là. Hein. Peut-être avoir généré un certain niveau de volume dans nos trades, etc. Mais soit disant passant, ça empêche pas, toujours le bon conseil, il faut le dire, hein, surtout si vous êtes débutant, ne laissez pas trop traîner, voire pas du tout, ne laissez pas traîner vos cryptos sur les plateformes centralisées. Il faut que vous les possédiez vous-même, faut les détenir. Mais ça implique aussi d'avoir une certaine responsabilité, ne pas paumer sa seed phrase, etc. Ça fait partie du parcours pour acquérir une expérience dans la crypto, comme tout ce que je vous ai dit là précédemment dans le début de cette vidéo. Je vais terminer avec un petit truc, une petite nouvelle. À chaque fois, j'essaye d'aller sur des trucs pertinents, hein. Même si de prime abord, on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a de pertinent là-dedans. La Banque centrale suisse baisse ses taux d'intérêt. Ok. Ils viennent de baisser leur taux directeur de 0,25 points et ils considèrent avoir remporté la lutte contre l'inflation. Ok. Bon, est-ce que ça, en fait, pourquoi c'est pertinent? Peut-être que ça pourrait être annonciateur d'autres banques centrales qui pourraient faire de même et baisser leurs taux. Peut-être, du coup, la Fed aux États-Unis et la BCE pour l'Union européenne, pour la zone euro. Voilà, c'est peut-être annonciateur des baisses de taux et donc encore plus de liquidité sur les marchés financiers et donc sur les marchés à risque comme celui de la crypto. Voilà pourquoi je vous parle de ça. J'espère que vous avez apprécié encore cette émission, les réflexions, les informations, peut-être aussi le ton et le divertissement. Je vous remercie en tout cas. Vous pouvez mettre un like à la vidéo, abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne pour avoir des actus, activer les notifications et vous pouvez aussi me suivre sur X. Je vous souhaite maintenant une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.